Alors ce séminaire qui commence aujourd'hui, il est lié à mon cours, au cours que je donne ici tous les mercredis, qui a commencé hier, cours qui s'intitule Les usages de la Terre. Et le séminaire a pour ambition d'aborder, à partir d'études de cas plus nombreuses et plus détaillées que celles que je peux présenter lors du cours, la question générale dont traite le cours. Et c'est pourquoi il faut dire un mot en guise d'introduction à ce séminaire sur cette question générale. Je le ferai donc en rappelant très brièvement certaines des idées que j'ai développées hier dans le cours sur la question du rapport à la Terre. Le cours de cette année est le premier d'un cycle, probablement de plusieurs années, mais c'est difficile de se prononcer très longtemps à l'avance, que je souhaite consacrer à une reconceptualisation critique de certaines des notions au moyen desquelles l'anthropologie a pu décrire et analyser les modalités et les institutions de la vie collective dans des collectifs non modernes. On peut voir donc ce projet comme une tentative de refonte de domaines de la vie sociale qui sont habituellement segmentés dans la littérature anthropologique et dans la littérature des sciences sociales, dans des rubriques. Enfin, en tout cas, c'était comme ça quand j'avais fait mes études, l'organisation sociale, l'économie, la religion, la parenté, etc. Et la première partie de ce programme, celle qui débute cette année, elle a pour ambition de reprendre l'un des fondements les plus élémentaires du vivre ensemble, de la vie commune. C'est le rapport à la Terre, c'est-à-dire au premier chef les modalités concrètes de l'occupation et du contrôle de l'espace sur cette planète. C'est un sujet absolument gigantesque et donc je ne prétends pas le traiter évidemment à fond. Je m'occuperai exclusivement des collectifs non modernes pour des raisons à la fois de compétences, mais aussi pour des raisons qui sont d'ordre épistémologique et politique. En tentant d'échapper à l'eurocentrisme des concepts de l'anthropologie, à l'eurocentrisme des concepts au moyen desquels l'anthropologie a abordé ces questions du rapport à la Terre et d'anthropologie politique d'une façon plus générale, on est contraint, et c'est une très bonne chose, de puiser dans les ressources et dans les expériences de vie commune proposées par les collectifs non modernes. On est obligé de puiser dans ces ressources conceptuelles les moyens d'échapper à la contingence historique des concepts anthropologiques. Et donc, on peut-être trouver dans ce détour un moyen de reformuler ces concepts en faisant précisément le passage par des manières de conceptualiser le rapport à la Terre qui nous sont maintenant devenues, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, enfin pour beaucoup de gens qui ne sont pas familiers des collectifs non modernes, étranges, énigmatiques et étrangères. Donc on va s'occuper pour l'essentiel de ce qu'on appelle traditionnellement des territoires, de la façon dont ces territoires sont parcourus, partagés, habités, conçus, délimités, partagés, exploités, non seulement par des humains, mais aussi par des non-humains. Et donc il s'agira dans ce cours et dans ce séminaire de dépasser la notion traditionnelle de territoire comme un rapport entre une société X et une portion d'espace sur laquelle cette société X revendique des droits d'usage pour mettre plutôt en évidence d'autres caractéristiques du territoire qui sont moins souvent prises en considération, qui sont la plupart du temps négligées. Trois caractéristiques que j'ai donc rappelées hier, que cette notion recouvre. D'abord, qu'un même espace physique peut être utilisé comme un territoire par différents collectifs humains, de même qu'un collectif humain peut utiliser différents espaces constituant un territoire discontinu,
Et je rappelle aussi que j'emploie ce terme de collectif plutôt que celui de société tout à fait à dessein. On le verra de façon plus nette dans le cadre du cours. J'entends par là, par collectif, une association d'êtres, tantôt exclusivement humains, donc ça c'est ce qu'on appelle traditionnellement une société dans notre vision européenne à partir essentiellement du XVIIIe siècle, tantôt des collectifs qui peuvent être exclusivement non humains, et ça peut être une race d'esprit, ça peut être une espèce naturelle, ça peut être bien d'autres choses encore, ça peut être un groupe de divinités, ça peut être une montagne, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, ça peut être une grotte, etc. Tantôt, enfin, par collectif, on peut entendre un mélange d'humains et de non-humains interagissant sur un espace donné. Donc ce qu'il faut retenir ici, comme je l'ai rappelé hier, c'est que dans ce contexte non moderne, un territoire ne correspond jamais à ce à quoi nous avons l'habitude de faire référence lorsque nous pensons à un territoire. Depuis l'émergence en Europe de ce qu'on a appelé le système westphalien, à savoir, ça n'est jamais, dans un contexte non moderne, une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté dans des limites stables qui sont reconnues par les États voisins. Nous avons eu l'habitude, au fond, de concevoir des territoires à partir du modèle étatique, et ce que l'on va voir, c'est que les territoires, en fait, dans un contexte non moderne, sont très très différents de la façon dont les territoires des États ont commencé à être conceptualisés en Europe à partir du XVIe, XVIIe siècle. Le deuxième point que je souhaite mettre en évidence, c'est également critique vis-à-vis de l'eurocentrisme implicite sous lequel la notion de territoire est appréhendée. C'est la question de l'appropriation, j'en ai longuement parlé dans le cours d'hier. L'idée qu'un individu ou un groupe d'individus a un rapport à la terre qui est médiatisé par ce que nous entendons par l'appropriation est là aussi très lié à la conceptualisation que nous avons dans le monde moderne de ce que peut être l'appropriation. Le mouvement général de mercantilisation des milieux de vie qui n'a cessé de se développer au cours des derniers siècles est très lié à la période moderne, et il a rendu possible, au fond, une conceptualisation de l'appropriation qui est, encore une fois, plus souvent philosophique que juridique, mais qui se traduit aussi dans les textes juridiques comme l'acte par lequel un individu ou une communauté d'humains devient le titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une portion de l'espace. Et c'est une conception qui est étroitement liée à la philosophie politique moderne, telle qu'elle a été développée à partir du XVIIe siècle, notamment en Angleterre. Troisième point que j'ai évoqué hier, que j'aimerais mettre en lumière, est le suivant, c'est que l'usage, et je l'ai déjà dit un petit peu dans les moments qui précèdent, l'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des seuls humains, il est aussi dépendant d'une foule de non-humains de diverses sortes, des génies du lieu, des divinités, des ancêtres, des fantômes, des plantes, des animaux, des éléments du relief, etc. Ce sont des non-humains qui semblent souvent manifester une causalité intentionnelle et avec lesquels les humains doivent composer, cohabiter, et dont assez souvent, en général, ils dépendent. Or, tous ces êtres qui peuvent apparaître à l'observateur moderne comme des figments, comment on dit en anglais, des figments d'imagination, des hallucinations, des superstitions, des symboles, etc., eh bien, en réalité, ils constituent, aux yeux de beaucoup de collectifs humains non modernes, des conditions absolument centrales de leur rapport à la Terre qu'il faut prendre en considération pour qualifier et comprendre ce rapport à la Terre. Alors,
juste un mot sur les raisons de cette reformulation auquel je procède et dans lequel je suis engagé depuis une vingtaine d'années. C'est simplement pour souligner que les concepts clés, ceux que nous avons reçus en héritage, ceux, encore une fois, que moi-même j'ai appris sur les bancs de l'université lorsque j'étais étudiant, soit en philosophie, soit dans les sciences sociales, les concepts de culture, de nature, de société, d'histoire, d'art, de religion, etc., ce sont des concepts qui n'ont pas de validité transhistorique. Ce sont des concepts qui sont liés à la trajectoire historique de l'Europe à un certain moment de son développement. Et par conséquent, ils ont ce problème qu'ils découpent le monde d'une façon qui est celle qui s'est progressivement mise en place à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle en Europe, avec évidemment, je ne vais pas rentrer dans une longue histoire des idées, avec des antécédents anciens dans la philosophie politique, et grecque, et romaine, et médiévale, etc. Mais c'est cette conceptualisation progressive, au fond, a abouti au fait que nous plaquons, nous, dans les sciences sociales, des concepts de ce type-là sur des réalités qui sont très différentes des nôtres. Donc ces concepts sont tout sauf transhistoriques. Ils sont le produit d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière, c'est la nôtre. Et donc, dans la mesure où ces concepts qui sont liés au destin sociopolitique de l'Europe ont été ensuite réemployés par les sciences sociales pour décrire et expliquer des sociétés non européennes, j'emploie à dessein le terme de société dans le cas présent, comme si leur validité était universelle, eh bien, il faut porter un regard critique sur la pertinence de ces concepts et s'efforcer, dans la plupart des cas, d'en proposer d'autres qui aient une validité beaucoup plus grande et qui soit d'une certaine façon transhistorique. C'est donc l'entreprise dans laquelle je suis engagé, et c'est parce que je suis conscient de cette coloration, je ne suis pas le seul, c'est le cas de beaucoup d'anthropologues, de cette coloration eurocentrique persistante des concepts employés par les sciences sociales, que je souhaite remettre en cause donc ces concepts afin de mettre au point d'autres types d'outils analytiques qui soient le plus possible indemnes des particularismes historiques que possèdent actuellement les concepts des sciences sociales. Alors l'un de ces particularismes historiques, c'est, il est très net, j'en ai beaucoup parlé hier aussi, c'est l'individualisme anthropocentrique, à savoir, au fond, l'idée, le plus souvent implicite, que toute forme de rapport au monde part de l'association d'individus humains situés dans un morceau d'espace et qui vont transformer, s'approprier cet espace, le transformer et construire en quelque sorte une vie sociale commune à partir de ce travail de mobilisation et de transformation d'un environnement. Et donc l'idée est tout simplement l'idée qui est classique, hein, que l'association d'individus, toute forme de rapport au monde part de l'association d'individus humains et que les institutions sociales observables dans les sociétés non européennes sont chargées de régir les relations entre les humains, tout comme c'est le cas chez nous, à la manière des parlements, des institutions politiques et juridiques, des partis politiques, etc. Et pourtant, la différence considérable entre les cosmopolitiques non modernes et les opérateurs politiques modernes tient au fait que les cosmopolitiques non modernes sont en mesure d'intégrer précisément les non-humains dans les collectifs ou de voir dans les non-humains des sujets politiques qui opèrent dans leur propre collectif. Autrement dit, les genres d'êtres qui résultent de ces associations cosmopolitiques dans des contextes non modernes ne sont pas ceux du tout auxquels nous sommes, nous, habitués dans la tradition des sciences sociales européennes, composées de personnes humaines.
ce sont des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes et qui, en ce sens, peuvent aussi, et c'est une chose très importante, nous offrir matière à réflexion sur la transformation de nos propres institutions politiques et en particulier nous offrir matière à réflexion sur la possibilité que pourraient avoir nos propres institutions politiques d'être plus accommodantes, disons, pour des formes plus diverses d'expression de la vie que les seuls humains. Donc, la chose qui m'anime, c'est cette idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie fournie par les humains est un blocage, est un obstacle au développement de l'anthropologie. C'est une idée que je développe depuis très longtemps, au début dans une certaine solitude, mais enfin qui maintenant commence à être un peu plus acceptée, ou un peu moins violemment repoussée en tout cas. Et c'est un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective. Donc, ce que l'on va faire dans ce séminaire, en accompagnement du cours, c'est de tenter de rompre avec la conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique du politique, qui est celle qui est traditionnellement véhiculée par beaucoup des sciences sociales. Et il m'a semblé qu'une bonne façon de faire ça était de commencer avec l'examen de cette dimension critique centrale des conditions du vivre ensemble, qu'est le rapport à la Terre. Alors, on va l'examiner dans ce séminaire de diverses façons. Je l'ai dit, c'est un complément au cours. On va l'examiner soit en regardant à partir de cas concrets comment l'accès des humains à la Terre et aux ressources passe le plus souvent par des médiateurs qui ne sont pas humains ou qui ne sont plus humains. Des animaux, des plantes, des divinités, des esprits, des ancêtres, des génies du lieu, des éléments du paysage, etc. Et qui deviennent donc une composition, un élément central, un élément fondamental, une composante de la souveraineté des collectifs, qui n'est plus simplement une souveraineté humaine. C'est ça qu'il est important de noter. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le droit romain pour voir cela. Soit en se penchant, donc deuxième aspect du séminaire, en se penchant sur la façon dont la co-construction d'un territoire par les actions des humains et par celles de non-humains, je pense en particulier, c'est ce qu'on va examiner au cours de plusieurs séances, des animaux, engage la façon dont ce territoire est perçu et utilisé tant par les humains que par les non-humains, en particulier par les animaux. Soit enfin, c'est le troisième axe du séminaire, en revenant sur les sources philosophiques et juridiques en Europe de la réflexion sur les modes d'appropriation de la terre. Et j'ai donc demandé à des philosophes de venir nous en parler. Alors, la situation que nous allons examiner aujourd'hui combine des éléments du premier et du deuxième point, puisque Jean-Baptiste Exey, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin, est un spécialiste de ces sociétés pastorales d'Afrique de l'Est, dans lesquelles le bétail est complètement inclus dans la vie sociale et dans la vie cérémonielle. Comme le titre l'indique, l'anthropologie anglaise a forgé cette notion du cattle complex, le complexe du bétail, pour caractériser ces sociétés d'Afrique de l'Est et pour souligner l'importance que le bétail y joue, et pas simplement comme un symbole, pas simplement comme un capital symbolique, puisque Jean-Baptiste nous en parlera longuement. Au fond, il y a une remarque
Evans Pritchard à propos des nuaires qui font partie de ce groupe du Cattle Complex qui dit que pour les nuaires, les vaches sont des parasites des nuaires. C'est d'une certaine façon, le bétail n'est pas quelque chose qui est une ressource économique, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois un prolongement et une amplification des rapports entre humains et en même temps quelque chose qui les mobilise en permanence. Donc Jean-Baptiste va nous parler plus particulièrement d'une société qui s'appelle les Mursis, qui est une population de pasteurs semi-nomades du sud de l'Éthiopie. Jean-Baptiste a évidemment consacré une longue étude ethnographique au Mursis, il a consacré sa thèse au Mursis, il a consacré de nombreuses publications au Mursis, et je lui remercie très vivement de nous en parler aujourd'hui. Je dois dire en plus, vous le verrez sans doute, c'est un excellent photographe, et donc il est, ce qui n'est pas mon cas, et j'admire beaucoup les documents qu'il nous présente. Voilà, je te laisse la parole. D'abord, je tiens à remercier le professeur Descola pour son invitation de venir parler dans une institution comme le Collège de France où on peut présenter justement des recherches en cours et participer d'un mouvement général dont vient de vous présenter les grands enjeux, professeur Descola. Je tiens aussi à le remercier particulièrement parce qu'il m'a proposé de venir présenter mes recherches dans le cadre de son séminaire et le remercier de me gratifier d'une espèce de garantie de principe que j'aurais quelque chose à en dire parce que j'étais le premier à douter d'avoir quelque chose à en dire. Et du coup, j'ai un peu répondu oui comme un joueur de questions pour un champion qui appuie sur le buzzer un peu vite et qui se rend compte qu'il n'a pas grand-chose à dire. Par contre, j'ai eu quelques mois après pour préparer une réponse que j'ai conçue comme un exercice, comme une réponse à un énoncé. Spontanément, je ne m'étais pas posé exactement ce type de questions, en tout cas les questions en ces termes. Donc voilà, donc ma communication est une réponse à un énoncé autour de la cosmopolitique du territoire. Cosmopolitique du territoire, je vais tenter de répondre déjà plus à la question cosmopolitique qu'à la question du territoire. La question du territoire va en quelque sorte découler, appelle des recherches complémentaires, mais va découler d'une redéfinition des rapports donc, entre humains et non humains dans cette ère dite du Cattle Complex, donc à une redéfinition dans l'approche théorique de la cosmopolitique. Je vais plutôt m'intéresser donc à la partie un peu rediscussion de certains concepts traditionnellement envisagés sur ces groupes-là, que globalement on peut qualifier de nilotes, qui est un qualificatif qui croise une famille linguistique et une aire culturelle d'homogénéité qui s'étend donc du sud du Soudan, les Nuer et les Dinka, donc avec les études originelles d'Evans Pritchard et de Liénard, qui s'étend donc sur une partie de l'Ouganda, une grande partie du Kenya jusqu'au nord de la Tanzanie avec les Maasai, et qui, si on prend la partie nord, donc jusqu'au nord du Kenya et jusqu'à l'extrémité sud de l'Éthiopie, là où vivent donc les Mursis. Cette ère a aussi été qualifiée de ère du Cattle Complex par Herskovits en 1926, avec une définition un peu plus compliquée que ce qu'il faudrait en fait, et qui a fait l'objet de quelques justement mécompréhensions jusqu'à ce que des personnes dénigrent complètement cette expression, jusqu'à même une mise au point en 1985 de Lucie Maire qui commençait à juger ou mystifier que non, complexe, il ne faut pas le comprendre dans l'acception psychologisante qu'on a un complexe avec le bétail. C'est pour dire à quel point cette expression a été mal comprise. J'en propose une définition assez simple, c'est la présence du bétail dans l'ensemble des discours et des activités humaines. Il faut juste entendre dans le complexe du bétail la même chose qu'on entend quand on arrive dans une petite ville et qu'on voit le panneau indicateur du complexe sportif. C'est juste une aire où n'importe quelle chose va rappeler plus ou moins un dispositif lié au sport. C'est exactement la même chose avec complexe de bétail.
Les deux notions que je vais travailler suite à l'exercice donc imposé par le professeur Descola, que j'ai compris comme un exercice imposé, c'est d'abord donc la notion d'élevage, qui est une notion que spontanément on mobilise dès lors qu'il y a des personnes et des troupeaux. Et la deuxième notion, peut-être plus fondamentale encore, qu'il faut discuter, c'est la notion qu'on utilise nous presque au quotidien et que les Mursis utilisent tout le temps, c'est la notion de vache. Tout simplement parce que une partie de la compréhension qu'on a de l'élevage repose sur une partie de la compréhension qu'on a d'une vache. Et évidemment, il se trouve que dans cette ère culturelle-là, la vache ne repose pas du tout sur les mêmes prémices ontologiques ou relationnelles que l'on a nous. Nous, on s'en tient globalement à, d'un côté, une acception complètement biologique d'un animal produisant telle et telle chose, et voire d'une acception complètement affective dans les dessins et dans les logos multiples qu'on a associé la vache à quelque chose de très plaisant et gentil. Mais dans tous les cas, ce n'est pas du tout comme ça qu'est la vache donc en Afrique de l'Est, et il faut aussi s'intéresser à ce terme qui, en fin de compte, ne désigne pas tant un animal que n'est un concept qui lui-même a une construction historique. Jusqu'à présent, la plupart des recherches sur donc, l'ère du cattle complexe de Evans Pritchard, Linhart, et après on peut penser à Spencer chez les Samburu, Almagor chez les Dasanetch. Il y a toute une série de grands auteurs qui appartiennent pour la plupart à une tradition anglaise du structuro-fonctionnalisme qui a focalisé donc bien plus sur l'organisation très particulière de ces groupes qui est en classe d'âge, sans chef. On a appelé ça des sociétés acéphales pour insister quand elles n'ont pas de chef, des sociétés segmentaires pour insister dans la gestion politique de définition des groupes. Donc il y a toute une terminologie et une manière d'avoir envisagé ces groupes-là, d'un côté avec l'acception politique, démographique de ces sociétés à classe d'âge, et de l'autre côté, on a aussi parlé beaucoup, un petit peu moins, mais des conditions donc, écologiques d'un élevage, sans jamais donc faire le lien entre ces deux choses. Et ça pose des problèmes assez particuliers. Le type de relation que ces personnes entretiennent avec les bovins, notamment pour, d'une part, ce surinvestissement du bétail, et comme on va le voir avec tout un tas d'enjeux d'identification, de relations de proximité, d'équivalence personne-bovin, et de l'autre côté, un sacrifice massif de toutes ces vaches. Toutes les vaches sont destinées, sauf cas de mort naturelle, à être tuées, à être sacrifiées. Et je rappelle un des enjeux donc, du livre du professeur Descola, qu'à partir de maintenant, je vais simplement dire Descola, non pas pour désigner la personne ici présente, mais pour identifier la source du texte auquel je me réfère, 2005, Par-delà nature et culture. Donc l'enjeu de Descola 2005 était donc de créer un modèle qui, par déduction, permet de justifier ce qui est perçu empiriquement, c'est-à-dire la coprésence parfois quasiment systématique de faits sociaux, ou au contraire, une sorte d'impossibilité empirique de voir deux types d'actions sociales dans un même élan. Par exemple, pourquoi dans l'Amazonie, on ne trouve pas de sacrifice, juste pour répondre, ou de manière extrêmement marginale. Donc pour répondre à pourquoi est-ce que parfois il y a une coprésence quasiment mécanique et parfois il y a une impossibilité empirique, c'est donc au moyen d'un modèle qui propose une déduction. Et là, on est quand même assez confronté à un problème empirique donc, qui est à la fois cet échange. Il y a même des auteurs comme Evans Pritchard et Linhart qui vont jusqu'à parler d'amour envers le bétail, et en même temps, on les sacrifie tous et on les mange. Puisque c'est un exercice, que je l'ai pris comme un exercice, je vais donc partir de ce que Descola, l'auteur, pas la personne ici présente, a parlé, à la manière dont il l'évoque, dont c'est évoqué dans le livre, et la place que la mention des peuples nilotiques a dans l'ouvrage. Donc c'est dans la partie les formes de l'attachement qui est plutôt dans le dernier tiers de l'ouvrage, où sont distingués deux grands ensembles de relations de similitude entre termes équivalents
l'échange, la prédation, le don, et relation de connexité entre termes non équivalents, la production, la protection, la transmission. Dans le modèle, il y a évidemment une perméabilité entre échange, don, prédation possible, dans la mesure où le modèle est plutôt présente des idéotypes et que les manières empiriques de réaliser ces choses-là sont toujours un peu des composites de plusieurs choses. Il y a néanmoins c'est beaucoup plus hermétique entre ces deux ordres de relations, parce que d'un point de vue logique, elles sont souvent antinomiques. Le problème, c'est que d'un côté, comme je l'ai dit, on a une sorte de fond relationnel qui correspond plutôt à l'échange, à la prédation et au don. Et de l'autre côté, on a un élevage qui correspond plutôt à une modalité type de protection. Et en même temps, on a aussi donc des sacrifices qui correspondent plutôt à des ontologies qui correspondent donc à ce deuxième-là. Donc on a une sorte de coprésence de deux choses. Et c'est tout à fait révélateur. Donc là, ce n'est pas pour lire tout l'extrait. Hein. La plupart des diapositives sont plus plaisantes que celle-là. C'est juste pour montrer donc, ce passage, donc c'est qui n'est pas dans sa totalité, mais presque, est évoqué dans l'ouvrage après avoir présenté donc une sorte de schème de relation qui correspond à l'idée de production. Pour introduire à la protection, l'élevage, évidemment, fournit un exemple assez marquant. Et Descola commence par mentionner les nilotes pour dire voilà un très bel exemple de protection. Dans ce qui a marqué dans ce passage, suite à mon ethnographie d'une étude de Caffine, rien à redire, ça correspond très bien. Et donc, pour vous rappeler les idées principales, donc l'idée de protection évoque mieux le mélange d'attention constante, de contrôle individualisé, de contraintes bienveillantes qui définit le rapport du pasteur à son bétail et qui prend parfois, dans le cas exemplaire des sociétés nilotiques, l'apparence d'un assujettissement total des humains à la mission de satisfaire en tout point leurs partenaires animaux. Ça, pour le distinguer du schème de relation type production que nous, on est plus à même de mettre en place. Donc c'est en Afrique de l'Est qu'a été le mieux décrit ce fameux cattle complex des pasteurs nomades, c'est-à-dire une survalorisation du bétail, de toute finalité utilitaire semble avoir disparu, et dans laquelle cette source unique de richesse en vient à jouer un rôle médiateur de l'ensemble des rapports sociaux. Mais, il y a un mais, parce qu'on pourrait se dire, dans la suite de l'argumentaire, on va s'appuyer justement sur cet exemple-là pour dérouler l'idée du schème de relation qui correspond à la protection. Mais Lienhardt souligne bien du reste que les Dinka n'anthropomorphisent pas leurs animaux, mais qu'ils cherchent au contraire à imiter en tout les caractéristiques et les comportements des bovins, raison pour laquelle ceux-ci constituent les meilleurs substituts possibles des humains. Autrement dit, le schème de relation semble ici dédoublé. Donc c'est là qu'il y a un petit problème, on en vient avec la diapo suivante, un petit problème empirique. Hein. C'est pourquoi, en dépit du rôle exorbitant de l'élevage chez ces pasteurs d'Afrique de l'Est, la protection n'y joue pas le rôle d'un principe général d'action structurant indifféremment les interactions entre les humains et les non-humains, pourtant étroitement intégrés au sein du collectif. Et la suite du texte, hein, c'est plutôt vers d'autres types de populations que le schème de la protection va s'appliquer tant envers des non-humains qu'envers des humains. Tout ça pour dire que chez les nilotes, à la fois, il y a le côté élevage, les relations humains-non-humains semblent être sur le mode de la protection, mais les relations entre les personnes, pas du tout. Or, dans le modèle, l'enjeu est justement de trouver un même type de relation qui va être applicable de manière plus ou moins indifférenciée entre les populations humaines et non humaines. C'est pour ça que cet exemple a un statut un peu particulier et, pour le dire autrement, non résolu, ou en tout cas résolu au prix d'une phrase qui rend la chose plus compliquée, c'est « semble ici dédoublé ». Le principe étant pourtant de trouver un schème de relation intégrateur, humain, non humain, qui correspond à celui qu'on a entre les humains. Donc, la proposition ethnographique et théorique consécutive, ce serait, pourquoi pas, d'ajouter un schème relationnel correspondant qui, pour le coup, puisse s'appliquer autant aux relations humains-non humains, dans ce cas-là, Mursi-bovin, qu'entre les personnes.
si ce n'est pas exactement l'échange, le don, la protection, que ça ne marche pas, l'échange, le don, la prédation, que ça ne règle pas dans un même élan toutes ces relations, si ce n'est pas non plus la protection que l'on trouve humain, non humain, mais que l'on ne trouve pas entre les humains, est-ce que tout simplement il ne s'agit pas de trouver le schème de relation qui va englober donc, dans un même élan ça? Ce qui peut vouloir dire aussi qu'il faut remettre en cause la protection, dans une certaine mesure, bien sûr, mais ce qui veut dire aussi que l'élevage et la sorte d'inférence spontanée que l'on va faire, faut peut-être la déstabiliser un peu et la prendre autrement. Déjà dans l'élevage, on voit qu'il y a une multitude de définitions, une multitude de modalités de conduire de l'élevage. Et les Mursis sont appelés parfois pasteurs semi-nomades, parfois agro-pasteurs transhumants. Et là, on est face à toute une terminologie en fonction un peu de l'angle d'approche de l'auteur. Elle est assez mouvante. Donc, soit on va élargir la catégorie et faire rentrer dans l'élevage ces personnes-là en proposant une définition nouvelle et complémentaire, au risque évidemment que cette catégorie ne veuille plus dire grand-chose parce qu'elle finit par être trop inclusive, ou au contraire, il faut annuler la catégorie, ou plutôt s'en passer dans le cas des Mursis et de parler d'autre chose que de l'élevage. C'est évidemment vers ça que, à titre un peu exploratoire, je vais tendre aujourd'hui. Dire tout simplement que ces grands éleveurs d'Afrique de l'Est, d'une certaine façon, si on les regarde un peu différemment qu'à l'habitude, ne sont pas des éleveurs. Donc il faut se tourner, une fois de plus, pas seulement vers Descola 2005, mais vers Evans Pritchard 1934-1940, l'annuaire, pour avoir l'exemple assez clair de ce dont le professeur Descola parlait. C'est des catégories utilisées, des catégories propres à l'Occident moderne, utilisées pour rendre compte des pratiques des non-modernes. Evans Pritchard, comme tous les autres, a complètement lié sa pratique à l'expansion coloniale, et lui-même était un juriste, et il est arrivé avec l'administration anglaise au Soudan, et un travail qu'a entrepris Federico Rosa et Christopher Morton à Oxford, notamment sur l'iconographie, montre quand même des biais de sélection, de cadrage, pour tendre à cacher la présence coloniale qui était quand même très présente. Et si Evans Pritchard reste un bon ethnographe et un très bon anthropologue, il n'en est pas moins biaisé par son statut de juriste originaire pour comprendre la société nuer, comme il a été aussi un peu biaisé par son protestantisme et sa conversion au catholicisme pour son livre La religion nuer. Ce qu'il a toutefois de remarquable, là où il était quand même un très bon ethnographe, c'est qu'il a souvent pointé du doigt des choses très importantes sans jamais les exploiter. Et ce qu'il pointait du doigt, c'était toujours ces relations au bétail qui passent par des choses. Ce sont ces choses-là qui pointaient du doigt, par de l'onomastique, par des couleurs, par tout un tas de choses. Mais bon, on sentait qu'avec les préoccupations de l'époque, face à du politique, des lignages, des rapports de force, un administrateur colonial, a priori, a tout intérêt à s'intéresser à ces choses-là, un peu moins à de l'esthétique de couleur de vache, j'en conviens. Néanmoins, il a à chaque fois pointé du doigt les bonnes choses, et on trouve parsemé dans toute son œuvre ce type de phrase que moi je trouve particulièrement pertinente et qui, d'une certaine façon, ont guidé ma thèse n'étant que l'exploitation. Je suis juste allé voir les choses qu'il pointait du doigt. Donc peu de choses sont à présent connues sur les noms de bétail des Nilotes, qui sont pourtant d'un grand intérêt sociologique et qui illustrent le langage comme une technique d'économie des relations et qui montrent la manière par laquelle les symboles réfèrent à la couleur et par laquelle leurs distributions sont formées. Evans Pritchard qui parle de technique d'économie des relations. Ça, pour le coup, c'est une formulation assez moderne, et donc c'est vers ça qu'il faut tendre. Et donc, on va la plonger dans quelques données empiriques des Mursis avant d'aller rediscuter un petit peu plus en avant les concepts.
Et comme il nous y invite donc vers les noms de bovins et vers la couleur pour comprendre l'économie des relations que les Mursi mettent en place. Parmi ces ethnologues qui sont allés dans le sud-ouest éthiopien, Serge Torné chez les Nyangatom, David Turton chez les Mursi, Katsuyoshi Fukui, un japonais, chez les Mehen au nord des Mursi. Là aussi, il y avait une ligne de partage assez claire entre ceux qui s'intéressent aux structures sociales, l'organisation sociale, pour le dire vite, et aux quelques-uns qui s'intéressent à l'écologie, toujours pour comprendre un peu quels ont été en gros les avantages adaptatifs à avoir ce type d'économie mixte, agriculture, élevage, cueillette, dans un environnement à la fois riche mais très, très imprévisible. Néanmoins, tous ces auteurs qui, d'une certaine façon, n'en avaient rien à faire de l'esthétique des couleurs et pour beaucoup, n'en avaient rien à faire du bétail, ils ont tous produit au moins un article, une contribution sur les couleurs et sur les vaches, tout simplement parce que la moindre compétence sociale que l'ethnographe est obligé de mettre en œuvre quand on est avec les Mursi et les groupes apparentés nécessite de maîtriser une certaine classification des couleurs et une certaine désignation du bétail. Classification des couleurs qui repose sur une base tout à fait différente de la nôtre, où on a une sorte de classification assez abstraite et détachée d'un modèle, bien que l'arc-en-ciel puisse, d'une certaine façon, depuis Newton, nous servir de représentation idéale de l'ensemble du spectre. Mais les Mursi n'ont pas le noir, le bleu, le vert. Par contre, ils ont beaucoup de vaches, on va finir par le comprendre assez vite, de beaucoup de couleurs différentes et beaucoup de motifs différents. Et ce sont ces vaches, les principales robes bovines, qui vont être les taxons de la classification des couleurs. Donc on le voit là, il y en a 18 en fait, couleurs de vaches. Et effectivement, quand on voit un troupeau, c'est vraiment marquant. Ce ne sont pas juste des petites subtilités, là c'est assez clair. Il y a plusieurs conséquences à se servir du modèle bovin pour établir une classification des couleurs. D'abord, celle de ne pas séparer les monochromes des motifs. Le taxon Toulai, rayé en bas à droite, a la même valeur en termes de taxon de classification que le rouge, le jaune, le gris, le blanc. Un autre type de conséquence originale, par exemple, est que comment fait-on pour désigner le bleu du ciel et le vert d'une feuille quand il n'y a a priori pas de vache bleue ni de vache verte? Donc on va se servir de la vache grise, et là ce n'est pas une agnosie visuelle, c'est tout simplement que le gris est la couleur la plus proche du bleu et du vert. Et ça révèle juste la valeur de ces taxons incarnés sous forme de vache. La vache qui correspond au taxon rouge n'est pas le rouge le plus pur, c'est la vache qui est la plus rouge de toutes les vaches. Donc c'est beaucoup plus une répartition des couleurs qui correspond à un modèle de vache que les bovins qui fournissent qui fournissent la palette idéale des couleurs. Donc on a donc une seule vache qui désigne un seul terme, chae, qui va désigner le gris, le vert et le bleu. Évidemment, on pourrait dire qu'il y a des limites descriptives assez fortes à avoir un modèle bovin comme à la base de la classification des couleurs. En fait, pas du tout. Et on voit donc sur ce graphique que ça permet de décrire beaucoup de perceptions visuelles, qu'elles soient avec des gros guillemets exprès traditionnelles, présentes dans l'environnement visuel des Mursi, moins la modernité, ou que ça puisse décrire des paquets de cigarettes, des voitures, des parpaings, et que dans la mesure où il ne s'agit pas donc de définition de termes de couleur, une robe de bovin ne définit pas une couleur, mais répartit l'ensemble des perceptions visuelles, ça permet donc d'évoquer et de décrire tout, comme par exemple les écritures dans un texte vont être rapprochées de la couleur tachetée noire sur fond blanc. L'originalité des Mursi réside sur la création, vraiment depuis la naissance, de ce que j'ai appelé une sorte de triptyque personne, couleur, bovin. Dès la naissance, chaque Mursi va être lié à un bovin en vertu d'une couleur. Et il va porter des noms qui vont mentionner cette couleur. Donc là, c'est une représentation graphique inspirée des Strasernograms
que Alfred Gell avait fait pour tenter d'expliquer sous forme graphique The Gender of the Gift de Marilyn Strathern. Et je ne suis pas sûr que l'article simplifie beaucoup de choses, mais il y a au début quelques formules graphiques assez efficaces. Donc, dans la relation imputée entre une personne et le bovin, donc à droite, émerge un nom qui prend la forme d'un nom de taureau qui réfère à une couleur, dit de manière simple, je suis en relation singulière avec un taureau noir et mon premier nom est taureau noir. Donc là, on a donc la vision du triptyque, une couleur, un bovin, une personne. Une particularité anthroponymique des Mursi, et sociale, on va le voir, c'est que les Mursi vont particulariser les relations au point d'utiliser un nom différent pour chacune des relations avec lesquelles ils sont en lien. Là, vous êtes, je ne sais pas, je n'ose pas compter, on va dire une 50, 60. Dans une socialité Mursi, vous ne m'appellerez pas Jean-Baptiste Exé, vous m'appellerez chacun par une déclinaison différente et j'aurai donc 60 noms dans cette salle. La déclinaison prendra la forme d'une déclinaison de couleurs. Donc on va maintenir cette couleur originelle. Si on prend le cas donc du noir, mon tout premier nom donné en contexte baptismal va être taureau noir et je suis lié à un taureau noir. Puis tous mes noms vont décliner le noir. On va me nommer en rapport à l'obsidienne, au charbon, à la pleine nuit, aux pneus des voitures de touristes qui viennent. On va utiliser n'importe quel type de perception noire pour former un nom. Ce nom, là c'est d'autres choses, mais va être articulé à des placements sociaux différentiels. Je suis un ancien vis-à-vis d'un jeune, je suis un jeune vis-à-vis d'un ancien. Et chaque nom va être une forme poétique, donc articulée à des classes d'âge, créée pour singulariser, pour particulariser le rapport précis que j'ai avec cette personne-là. Donc comme on le voit, moi, donc, le carré, le rectangle le plus à sa gauche, en interaction avec Alter, j'ai l'objet non plus d'un nom taureau noir, il y a peut-être 2-3 personnes qui m'appellent taureau noir, mais d'un nom prime, pleine nuit, charbon X, obsidienne Y, en vertu de la relation primaire que j'ai eue avec mon bovin, et qui est donc éclipsé, mais sous-entendu dans la création de son nom et dans la relation que j'ai avec autrui. Si on prend l'autre point de vue, dans la relation que j'ai avec mon bovin, peu à peu, ce bovin est la source de création poétique en vertu de la couleur, et souvent les créations poétiques vont référer indirectement à ce bovin-là que j'ai avec moi. Si par exemple je suis de couleur cori, tacheté rouge sur fond blanc, quelqu'un peut m'appeler girafe près. Kirinja, girafe près voulant tout simplement être une forme poétique et métaphorique de mise en valeur de ton principal bœuf qui est tellement gros et beau qu'il donne l'impression de voir une girafe de près. Et donc dans la relation que j'ai avec cette vache-là, va être sous-entendu, va être impliqué, va être à la source de tous mes anthroponymes, autant d'anthroponymes que de personnes avec lesquelles je suis en relation, donc d'une manière ou d'une autre, le bovin est présent dans toutes mes relations, comme on le voit dans là. Et toutes mes relations sont présentes dans la relation que j'entretiens avec le bovin. Cette histoire de nom en pays Mursi n'est pas anecdotique, c'est pas juste on sait que je m'appelle un tel et puis au quotidien on s'en fiche. Non, là je vous renvoie à l'introduction des Nuaires d'Evans Pritchard où il dit, avec son style un peu autoritaire de fausse humilité, quand il dit « je défie le plus patient des ethnologues d'avoir affaire à ça », et c'est tout simplement un dialogue où il demande le nom des personnes et où les personnes ne veulent pas lui donner et où il y a une espèce de dialogue de sourds où à chaque fois on répond à un côté et on répond par des questions et c'est assez drôle. C'est tout simplement que les noms ont une réelle valeur de cadrage de l'interaction, on se situe en fonction de l'autre selon... et qu'au quotidien, les Mursi les emploient sans cesse. Aucune interaction ne commence sans l'énoncé réciproque des noms. Avant même de commencer à parler, je prononce le nom singulier que je te donne et que je ne donne pas, mais que les autres personnes ne te donnent pas, et tu me réponds par le nom singulier que tu me donnes et que les autres personnes ne me donnent pas.
En contexte un peu formel, un peu officiel, on va le répéter 2 ou 3 fois en se regardant bien dans les yeux. Si on est en groupe, une fois de plus, plutôt dans une discussion qui est formelle, je veux parler à Jérémia, je dis Jérémia, il répond par Jean-Baptiste. Et je parle. Et après je me tourne, Cyril, il répond par Jean-Paul, parce que ce n'est pas le même nom. Et on se parle. Et si je me retourne et que je veux à nouveau parler à Jérémia, je vais à nouveau recadrer l'interaction par l'échange de noms. Juste pour vous dire que ces petits outils interactionnels-là sont vraiment au quotidien très présents et saturent. Donc quand je propose que le bovin finit par être chargé de toutes ces relations que j'ai avec autrui, ce n'est pas juste des relations dont j'imagine, dont je doute, dont j'ai le savoir encyclopédique qu'elles existent, c'est juste qu'au quotidien, je suis sans cesse en train de les mobiliser. Et donc ça montre un type de socialité assez compliqué qui ne repose pas sur un consensus, sur une identité figée, mais au contraire sur un particularisme des relations, et je ne suis moi qu'en vertu de qui est l'observateur. Et à chaque fois, des noms cadrent ça. Ce qui est au fond la version individualisée et interactionnelle de ce qu'on peut voir à une échelle sociale et conflictuelle intertribale des sociétés segmentaires, où le groupe n'existe, ne se vit en tant que groupe qu'en vertu du groupe qu'il a en face de lui. Donc la géométrie du groupe va changer en fonction du groupe, comme l'a montré Evans Pritchard avec des graphiques, A est contre B, sauf que si en face il y a C qui est plus gros, A s'allie avec B pour ne devenir qu'un autre groupe de plus grande échelle en face d'un autre groupe. Donc des sociétés qui ne centralisent pas le pouvoir, qui ne centralisent pas les identités, qu'on a appelées donc segmentaires, et là on a juste la version interactionnelle. Sociétés segmentaires dont les Mursi ont un concept qui s'appelle Buran, et qui est justement cette unité qui ne cesse de varier en taille selon le contexte. Ça peut être le voisinage proche dans la confrontation lors de danse, c'est deux Buran qui s'affrontent. Ça peut être des sections territoriales très grandes dans les confrontations duel au bâton, et ça peut être le Buran à Mounogne, le Buran des Mursi face aux autres. Et à l'échelle individuelle, on n'utilise plus le terme de Buran, on utilise le nom propre, et à chaque fois on est dans un rapport dual. Ça crée une complexité, ça crée d'abord une richesse interactionnelle très grande de particulariser les relations à ce point-là et de les enrichir avec le bovin, mais ça crée aussi des complexités quand, par exemple, on veut parler de personnes tierces. Si on n'utilise jamais le même nom, comment je fais pour parler d'une personne dont on n'utilise pas le même nom? Si évidemment la personne est dans le voisinage proche, on s'en sort. Si j'arrive dans le sud du pays et que je veux parler de ce qui s'est passé dans le nord et que je veux parler de Olechay, taureau gris, 20% des Mursi s'appellent Olechay, parce que, petite particularité ethnographique, en fait les Mursi ne sont pas liés à une couleur mais à 3, avec des acceptions différentes. Du coup ça multiplie d'autant plus les possibilités anthroponymiques et de variation. Là n'est pas l'objet. Mais du coup comment je fais pour désigner des personnes qui ne sont pas là, qu'on connaît de loin, et pour quand même expliquer une histoire. Là, c'est une histoire telle que je la raconterai moi. Olechay a rencontré Gorobile et ensemble, ils sont allés dealer quelque chose avec Nyomanikiwo en vertu du fait que Samelou avait une dette. Et donc Olechay a continué. On lui a dit de rencontrer Abagoulé, qui lui-même connaît bien Tchouchoutchou, qui m'a permis de régler mon histoire. Si je veux raconter ça, il y a une impossibilité anthroponymique qui va être compensée par un petit travail cognitif et par une mise en discours très particulière où on va d'abord réduire les personnes à leur couleur. Dans la mesure où il y a un triptyque nom, personne, couleur, nom, personne, bovin et couleur qui prennent la forme d'un nom, on va d'abord réduire les personnes à des couleurs. Donc si on se concentre sur la ligne du centre, c'est moi, je suis taureau vert. Point. Et du coup, je ne suis plus que vert. Et donc vert va rencontrer jaune et il veut rencontrer ça. Du coup, c'est quand même un peu sec. Vert et jaune, on n'est pas non plus sûr d'identifier très bien en vertu du fait que ces simples couleurs sont partagées par beaucoup de personnes. Donc on va créer des petites digressions à l'histoire. Jaune, tu sais, jaune qui est le fils du couple de gris et rouge. Ou Louis, noir, blanc, noir, qui connaît Rose en vertu du fait, mais si tu te rappelles l'histoire où Rose, il faisait ça avec bleu. Et ce sont autant de digressions qui permet à l'auditeur de reconnaître un motif narratif où là il connaît les personnes, il sait qui est le rose et le bleu dont on parle,
et de manière déductive de reconnaître l'identité de ce noir, blanc, noir, de ce vert, et de pouvoir suivre cette histoire. Pour donner, donc là on réduit les personnes à des sortes d'idéomorphes de couleurs. Pour leur donner ce qu'on pourrait appeler des propriétés actentielles, on va quand même en parler sous forme de c'est pas vert, c'est taureau vert, et c'est vache rouge, et c'est un tel, pour qualifier si c'est une femme, si on parle d'une jeune femme, d'un jeune homme, d'un homme fort, d'un homme. Et donc on va boviniser ces idéomorphes, créer des sortes de bovinomorphes, pour parler en fait de vie, d'apparence au niveau du discours de bovins. Le problème, c'est que les Mursis, quand ils parlent de leur vie quotidienne, non seulement ils passent par le truchement des bovins et par un discours type bovin pour parler des personnes, mais des personnes qui s'occupent réellement de vraies vaches elles-mêmes désignées par la couleur. Donc ça donne des discours, juste où on a l'impression qu'ils sont saturés de bovins et de vaches. Ce qui a fait dire à Evans Pritchard, je n'ai pas la citation, mais en gros, il est un peu agacé de ce qui est en train de se passer, et que dès que l'on essaie de parler de quelque chose avec des jeunes hommes, immédiatement, ça parle de bouvillons, ça parle de vaches, ça parle... Même quand on essaie de leur parler de jeunes filles, on retombe dans des veaux et dans des vaches. Et donc, c'est très agacé que... Et il finit avec une phrase très importante, qui est leur idiome social est un idiome bovin, qui a été très mal traduit en français par socialement, ils parlent le bétail. Donc à chaque fois, il a compris, là, il y a un truc très fort, il parle le bétail, mais c'est quoi ce langage de bétail? Donc là, juste un petit exemple pour vous montrer que la saturation du bétail, propre à l'ère du cattle complexe, comme on le voit dans cet exemple, peut n'être que consécutive à des prémices identitaires, ontologiques, on va le voir, identitaires de relations entre personnes et bovins, qui finit, parce qu'à la fin, il faut bien trouver des dispositifs techniques, mémoriels et discursifs pour parler, qui finissent par produire des discours saturés de bovins, mais ce n'est en aucun cas une obsession envers les bovins, comme il a été souvent mentionné depuis Evans Pritchard, jusqu'à des travaux qui sortent en 2012-2013, où on parle encore des bovins obsédés. Il ne faut pas confondre le côté référentiel, le discours est référentiellement saturé des bovins, et le sujet du discours qui, lui, est saturé de bovins dans la mesure où les pasteurs parlent de leurs vaches, mais qui n'est pas focalisé sur le bovin. Le sujet propre de l'histoire n'est pas le bovin, même si la technique référentielle du discours va prendre une forme bovine. Voilà, donc un peu les 4 étapes pour raconter une histoire qui nous paraîtrait simple avec notre système anthroponymique. Les Mursis, donc les 2 étapes type cognitive, réduction en idéomorphe, ajout de capacité actentielle, et ça produit un discours en ajoutant l'histoire plus le référent, un discours saturé de bovins. Pour continuer à mettre en place certaines des prémices, pour décrire quelques-unes des pratiques qui vont nous permettre de savoir ce qu'est une vache et ensuite d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'est l'élevage chez les Mursis, on voit aussi que dans l'esthétique, Linhart proposait que les humains imitent les bovins. Ce n'est pas complètement faux, mais en fait, ce n'est pas non plus complètement juste, dans la mesure où, s'ils sont des imitateurs, je suis bien meilleur qu'eux. Par exemple, dans les danses, est-ce qu'une personne qui vient sur l'aire de danse et qui fait juste... J'arrête pas de coincer ma veste sur la chaise. Très embêtant. Voilà. Il faut que j'arrête de bouger, en fait. Voilà. Déjà qu'on est un peu à l'étroit dans tout ça. Donc. Bref, si je vais sur l'aire de danse et que je lève les bras pour faire mes cornes, est-ce que c'est de l'imitation? Personnellement, je trouve l'imitation plutôt ratée. Il vaut mieux être à 4 pattes, il vaut mieux meugler, il vaut mieux faire plein de choses, que d'ailleurs les enfants font très bien dans le crâne. On va voir une photo après, en imitant les combats de taureaux et en étant en train de se battre. Je vais aller vite sur ces questions, mais moi j'ai plutôt opté pour la création d'une forme intermédiaire. Ça veut dire que, on va le voir, on n'anthropomorphise pas les bovins, mais néanmoins on les modifie, corporellement notamment, en leur modifiant la forme des cornes, en leur faisant des scarifications, par exemple aux oreilles, qui rappellent la scarification de cette jeune femme sur l'épaule. Et dans un même élan, on va modifier le corps des personnes, et souvent en allant vers une légère bovinisation,
Mais on n'essaie pas non plus d'avoir... J'ai jamais vu un Mursi qui met des cornes de bovin sur sa tête, alors que l'imitation élémentaire, grâce à un ornement, serait celle-ci. C'est d'ailleurs celle qui est réalisée pour les touristes et pour les photographes qui produisent les beaux livres de photos. Je pense à Hans Sylvester et d'autres qui produisent ces livres-là sur les étals de la FNAC, mais qui témoignent assez peu des pratiques en situation. J'ai parlé de forme intermédiaire parce que, par exemple, dans des poèmes, quand on parle d'une vache qui a les cornes de cette forme-là, on va parler du front haut de la vache, et que de l'autre côté, la femme, on va utiliser le mot qui veut dire mufle pour préciser la bouche qu'elle a, donc avec son labré. Et donc ça crée un recoupement esthétique, comme on le voit là, avec un petit décalage front et menton, mais pour produire un peu le même type de face, où une fois de plus, ce n'est pas de l'imitation stricte, c'est une co-référence pour créer une forme intermédiaire, forme esthétique dont j'ai proposé qu'elle était plutôt une représentation. Si on la considère comme de l'imitation, elle est tout à fait ratée. Si on la considère comme une représentation du collectif, de la bovinisation des hommes ou de l'anthropomorphe ou de l'inclusion des bovins dans le collectif humain, elle est très juste. Une femme Mursi qui est comme ça et pour d'autres choses, est en train de représenter ce qu'est un pasteur et ce qu'est l'inclusion bovine dans une vie humaine très bien. Donc en fait, ce sont deux représentations, l'une sur un corps bovin, l'autre sur un corps humain, de la cohabitation d'un collectif bovin et d'un collectif humain. Donc on le voit là, d'autres modifications corporelles qui s'inscrivent tout à fait, et ornementales qui s'inscrivent tout à fait en miroir avec celles des personnes, et notamment la vache en bas à gauche, donc qui est scarifiée. Là, j'ai écrit un petit article à ce sujet, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais qui globalement, en vertu de la couleur qu'elle a et en vertu des motifs qui se retrouvent aussi sur des scarifications des hommes suite à des meurtres, les cercles concentriques qui réfèrent au sacrifice, on a une espèce de représentation synthétique de l'éthos martial des Mursi sur le corps d'une vache qui s'inscrit à la connaissance de l'ensemble des référents sur le corps des personnes. Donc on n'essaye pas de faire passer une vache pour un homme, mais on essaye de nourrir les deux collectifs des références des autres pour créer ces formes intermédiaires qui sont des représentations justes de l'intégration d'un collectif dans l'autre. Quelques petites phrases un peu clés, on va dire. Je vais y revenir ça tout de suite après, mais la relation au bétail n'est pas sur le mode de l'interaction avec un agent anthropomorphe intentionnel. Moi, j'ai été le premier à me dire, bon, c'est quoi la relation que tu as, on va voir, avec ce taureau noir. Ça ne fait pas beaucoup l'objet de tabous consécutifs, par exemple, sur toutes les choses noires, ni de préférentiel. Quelqu'un qui est noir en vertu de son taureau, qui s'appelle d'un nom du charbon, quand il voit du charbon, il n'en a rien à faire. Dans l'ornementation, on n'utilise absolument pas la couleur. Alors même qu'ils vont se peindre avec de la bouse, avec des oxydes de boue, avec des oxydes d'argile, la couleur imputée à l'intériorité des personnes n'est absolument pas reprise sur le corps. La vache, donc, pour commencer à la décrire, donc, passe par la présence dans l'ensemble des interactions sociales, et donc elle sature les relations interindividuelles, mais comme on l'a vu, pas tout le temps sur le mode de la focalisation. Ce n'est pas tout le temps la vache qui intéresse, même si elle va être là, la forme des relations va prendre une forme bovine d'une manière ou d'une autre. On l'a vu un peu dans l'esthétique ornementale et plastique ou dans certaines formes de discours. Ce que j'ai proposé dans ma thèse de doctorat, c'est que le bétail est l'étalon de comparaison entre les personnes à l'origine des étapes de l'ontogénèse. Je vais y revenir, je vous énonce à peine ça. Et les personnes se distinguent selon les relations différentielles qu'ils entretiennent avec le bétail. Ce qui garde d'un côté un peu le bétail comme support des relations humaines, certes, mais de manière quand même beaucoup plus inclusive que l'acception traditionnelle qu'on en a de fétiche, où on a une société isolée, métaphorique, symbolique, qui nous sert, nous, en limitant à se vivre, à se penser, mais qui reste quand même très, très éloignée. Pour vous donner quelques précisions ethnographiques, donc voilà, là on voit sur la photo de gauche une imitation réussie d'enfants en train de se battre et d'imiter donc les combats de taureaux dans le kraal. Et donc, il y a plusieurs formes esthétiques, poétiques et plastiques qui sont utilisées au quotidien et qui vont chacune
intégrer une relation au bétail qui va changer en fonction de l'âge. Je vous rappelle, c'est une société à classe d'âge où on change donc où l'ontogénèse a une importance assez claire. Et chacune des manifestations poétiques et plastiques qui saturent le quotidien peut se lire en fonction de la relation différentielle qu'on entretient avec le bétail. Par exemple, les noms, le premier nom, c'est taureau noir. Cela, plus beaucoup d'autres aspects, concourent à voir là, on est vraiment dans la fusion limite maternelle. Je suis en relation avec un taureau noir et je m'appelle taureau noir et tout le monde n'arrête pas de m'appeler de ce nom-là. Et puis en grandissant, selon les classes d'âge, les déclinaisons vont prendre des formes différentes. Il va y avoir une déclinaison, on va utiliser une couleur secondaire, mais en mentionnant l'image poétique d'un veau, qui va donc me mettre le doigt sur le fait que tu es aussi relié à une couleur un peu moins importante de toi, et au passage, on marque une différence de statut, tu n'es qu'un veau. Quand on arrive à l'âge du guerrier, on va au contraire là, exploiter le plein rendement des couleurs. C'est là où on va avoir des noms qui vont commencer à être très longs, qui vont surimposer 3, 4, 5 mentions de couleurs pour créer des sortes de tableaux limite impressionnistes, mais où toute mention bovine a disparu. Il n'y a plus les mots bœuf, il n'y a plus le mot taureau, il n'y a plus les mentions de cornes et tout. C'est vraiment girafe près. Et c'est en même temps la période de la vie où le petit ancien s'éloigne de la vie pastorale le plus et est le plus engagé dans la gestion agricole, dans la gestion d'épouses, qui sont la condition relationnelle de la production agricole. Voilà, petit guerrier, petit ancien à gauche et grand ancien donc à droite. Et avec l'ancienneté, on va réintégrer, toujours en multipliant les déclinaisons de couleurs, on va réintégrer dans les noms le bétail, mais sous forme très idiomatique, symbolique et un peu abstraite. On va juste mentionner une forme de corne. On ne va plus essayer de créer un bovin de couleur, on réintègre le bovin sous forme de symbole, d'une certaine façon en ayant pris beaucoup de distance avec ce bovin dont on a commencé par être fusionnel, qu'ensuite on a nié et qu'ensuite on réintègre, mais sous une autre forme. On le voit aussi sous forme de danse, où au début les jeunes commencent à danser, non pas en imitant les taureaux, mais en prenant les qualités imputées à un taureau, sa capacité de frapper le sol fort. Et du coup, les jeunes hommes vont faire des sauts et frapper le sol en faisant ça. Les jeunes femmes, au contraire, à qui on veut prêter des valeurs de capacité domestique, de juvénilité, vont danser en faisant des gestes, des petits sauts très très souples, avec toute la robe qui fait ça, et voulant créer une impression un peu comme une méduse ou quelque chose de très souple. Donc elles ne sont pas en train d'imiter les veaux, elles sont en train de refaire les qualités qu'on prête aux veaux de déplacement. Et puis après, on va voir les vieilles épouses qui vont passer en groupe, juste faire le troupeau indifférencié, et les anciens qui ne vont plus imiter ou plus se servir d'aucun des attributs des bovins pour se définir, pour se présenter, mais au contraire, ils vont rester en retrait de cette aire de danse. C'est eux qui vont avoir tout organisé, qui vont avoir nettoyé l'aire de danse, et ils vont rester pendant toute la danse à côté. En fait, ils sont juste dans la position du pasteur envers le troupeau. Donc on retrouve autant dans l'anthroponymie que dans la danse cette prise de distance progressive et avec un côté un peu... là, on est enfin avec le grade de l'ancienneté. On a été un pasteur des vaches, on finit par être le pasteur des personnes. Et on le retrouve aussi même dans la pratique poétique où les jeunes hommes expriment des poèmes projectifs sur le projet pastoral, où ces poèmes sont la mise en récit de l'avancée vers la mise à mort du bovin, qui n'est jamais faite, mais il faut faire sous le regard des anciens. Tandis que les anciens chantent le poème d'une guerre qu'ils ont faite, guerre qui est passée, qui ont une sorte de point de vue rétrospectif, là où les jeunes ont un point de vue projectif. Et donc, avec l'usage quotidien de ces formes esthétiques, qui à chaque fois font autant de placements sociaux, permettent d'intérioriser des points de vue sur ce qu'est être jeune, sur ce qu'est être vieux, sur ce qu'est être un vieux quand on est un jeune, être un jeune quand on est un vieux. Il y a donc cette hiérarchie sociale fondée sur un idéal de classe d'âge qui se met en place tout en maintenant un idéal égalitaire des personnes. Ce n'est jamais une hiérarchie imposée qui s'impose,
ça finit par être une hiérarchie qui passe par la manipulation au quotidien de petits placements différentiels sociaux et une manière donc de, en quelque sorte, décharger de l'impératif hiérarchique dans un milieu égalitaire, de décharger les personnes, de se rendre compte que c'est hiérarchiquement qu'ils se classent, c'est de comparer en fait les relations différentielles au bétail. Et le bétail donne l'étalon, la métrique, c'est la mesure de ce calcul des différentes étapes de l'ontogénèse, et c'est ça qu'on peut comparer pour différencier les personnes. Donc ce n'est pas qu'un support extérieur, on l'utilise dans toutes les interactions, mais il permet quand même de faire ce jeu de comparaison entre les personnes en vertu du fait de la relation de proximité ou de distance qu'on entretient. Cela dit, ce n'est pas un fétiche complètement extérieur, donc on entretient aussi une relation directe avec son bovin qui doit contourner la difficulté de comment particulariser la relation singulière que j'ai avec ce bovin-là, alors qu'on est déjà dans un milieu, une socialité qui ne cesse de particulariser toutes les relations entre les personnes. Donc comment particulariser dans une particularisation? Évidemment, ça ne va pas être avec des noms. Les noms, ça ne serait pas discriminant de reparticulariser alors qu'il n'y a que des particularismes. C'est plutôt dans le comportement pratique qu'on va avoir en vertu de ce bovin. D'abord, les prémices ontologiques. Entre personnes, on est d'abord en relation, et ensuite on a une imputation baptismale de couleur, tandis que le bovin exhibe sa couleur avant même qu'on ait éventuellement une relation avec lui. Entre les personnes, on va créer ces noms qui sont des perceptions éphémères et contingentes qui n'existent qu'au cours de l'interaction duale, tandis que le bovin exhibe, lui, une couleur univoque et omniprésente. Entre les personnes, il y a donc cet ethos égalitaire, pas de contrôle des personnes, et ça c'est assez frappant quand on passe un peu de temps au milieu des Montsy. On est face à des libres entrepreneurs qui vont justement mettre un point d'honneur à quitter le campement des amis au bout de 2 ans parce qu'ils veulent être seuls, et on peut croire qu'il y a des socialités très fortes et que dans le terrain suivant on va revoir les mêmes gens ensemble parce qu'ils semblaient très proches, et en fin de compte non, ça s'est reconfiguré complètement. Tandis qu'avec le bovin, évidemment, c'est quelque chose que l'on possède, que l'on dispose au point de pouvoir le mettre à mort. Entre les personnes, il y a cet ethos martial qui implique une retenue des affects. Une fois de plus, on s'en rend compte très vite, c'est assez dur de pouvoir exprimer quelconque sentiment ou douleur ou mal-être. Et c'est très frappant de voir les personnes envers les bovins qui, là, au contraire, vont chanter, vont pleurer, vont le caresser, vont le gratter, faire ce qu'on s'attendrait de salutations entre 2 amis ou entre une mère et son enfant. Ça va être complètement exploité dans la relation avec le bovin, mais pas du tout entre les personnes. Et enfin, ces noms, et comme toute l'ornementation visuelle aussi le propose, les personnes sont sans cesse en train de produire des jugements, des appréciations, et c'est un critère extrêmement déterminant aussi pour comprendre la vie sociale des Montsy, que tout doit se montrer en vertu donc, de la culture visuelle qu'ils mettent en place, et donc tout se juge et tout se sanctionne par des noms et par évidemment des réputations. Tandis que dans le bovin, pour justement, avec cette existence tout proche, pour ne pas avoir à subir l'éphémère d'autrui son jugement, aucune imputation anthropomorphe, aucune imputation d'intentionnalité, pas de réciprocité. On va lui donner plein de choses, on va se servir de lui pour des références et tout, mais il n'y aura jamais d'énoncé direct comme on peut avoir avec un dialogue, il n'y aura jamais de référence réelle à ce bovin-là en tant qu'il aurait une personnalité, en tant qu'il aurait une capacité d'action proche de celle qu'on peut attribuer aux humains. Donc une inclusion personnelle, c'est un des êtres dont on est le plus proche qu'on peut pleurer, mais en même temps on ne lui demande rien et on pense que les vaches ne nous demandent rien non plus. Un exemple, je vais y passer peut-être brièvement. Je propose donc que le bovin soit juste une extension de soi. Donc ce n'est pas une identification qui permettra un recouvrement ontologique. Je me rappelle d'Eduardo Viveiros de Castro qui, dans cet amphithéâtre, disait, ou dans un autre, mais ici, disait oui, mais chez les Nuer, les bovins valent pour les humains. C'est effectivement ce que suggèrent un peu les ethnographies de Linhart et d'Evans Pritchard. En y regardant de plus près, ce n'est pas de l'imitation, ce n'est pas de l'identification, c'est de la saturation référentielle dans n'importe quel des rapports sociaux. Et donc c'est une sorte d'extension de soi. Ce n'est pas tout à fait soi, mais notre identité est complètement socialement dépendante de ce double bovin. Et c'est vrai que dans le sacrifice, si on est sur la version substitut
ontologique, on va dire on va tuer un bovin au lieu de se tuer soi-même, au lieu de tuer une personne. C'est la métaphore d'une personne. Ce qui va poser d'autant plus de problèmes avec le fameux exemple d'Evans Pritchard où des fois, à la place d'un bœuf, c'est un concombre. C'est un concombre qu'on va tuer. Donc on va tuer un bovin métaphoriquement en pensant tuer une personne, et puis des fois on va tuer un concombre en pensant métaphoriquement tuer un bovin qui lui-même est la métaphore d'une personne. Et là on a affaire à une inflation symboliste à cause d'un présupposé de recouvrement ontologique trop fort. Il se trouve qu'empiriquement, le bétail est toujours sacrifié quand il y a la détection, pour le dire simplement, d'un mal-être. Ça peut être une maladie, ça peut être une dispute, la dispute pouvant être un meurtre, et en fonction de l'intensité de ce mal-être, on va devoir sacrifier un bovin avec lequel on entretient un certain rapport de proximité. Plus le mal-être est grand, type j'ai tué mon voisin parce que j'ai été un peu saoul, du coup ça va être mon bovin, mon bœuf, mon girafe près que je vais devoir tuer. Si c'est juste ma mère est malade, je vais aller tuer la vache noire qui correspond à ma troisième couleur et pour laquelle je n'ai pas une relation très proche. J'en ai quand même une, c'est une petite extension de moi, mais avec beaucoup plus de distance. Et cette distance correspond au mal-être de faible intensité. Un mal-être de haute intensité va impliquer de tuer son plus beau bœuf. Et c'est toujours des sacrifices, des mises à mort publiques, sous témoin, car il y a toujours une notion, c'est là où Evans Pritchard n'était pas tout à fait dans le faux, une notion de repentance, en tout cas de mise en public, de je renonce à. Je vous montre que cette concaténation des affaires humaines que j'ai menée avec vous, qui a été à la source de mon régime anthroponymique et poétique, je suis prêt à y renoncer devant vous pour repartir sur de nouvelles bases, pour me reconstruire un bon vin et reconstruire tout ce réseau de références dont vous n'arrêtez pas de me sanctionner. Donc on va littéralement tuer cette extension de soi quand la construction de soi, à un moment donné, à cause d'une maladie, à cause d'un événement, ne se passe pas très bien. Oui, là, c'était juste pour dire qu'en fin de compte, bon, là je vais peut-être y passer très vite, mais en relisant le sacrifice non plus sous la forme symbolique et ontologique de recouvrement strict, on s'aperçoit que juste tuer un concombre, c'est juste tuer quelque chose avec lequel on a beaucoup plus de distance, souvent mobilisé par de la pauvreté, et qu'il ne faut pas comprendre comme un existant. On n'est pas en train de tuer un concombre, on est en train de tuer un truc en vertu de sa couleur. Du coup, si je tue un concombre, c'est parce qu'il est vert. Et si j'avais tué une vache, je l'aurais tué en vertu d'une couleur avec laquelle je suis lié. Et là, Lévi-Strauss était confronté à un problème de comprendre les classes totémiques chez Allénuaire. Or, toutes ces classes totémiques, on peut les redéfinir sous forme de couleurs. Le lion, ça va être Golonie. Le crocodile, ça va être Toulaï. La varicelle, la maladie, qui est une varicelle qu'ont souvent les enfants, voilà, ça va être Cori, ça va être tacheté. Et si on redéfinit ça en termes de couleurs, les éléments ne sont que une des propositions visuelles de cette couleur et les classes totémiques ne sont simplement formées de couleurs. Ce qui permet des jeux de substitution encore plus riches selon la même logique que les discours que je vous présentais où on réduit les choses à un idéomorphe de couleurs et après ça peut prendre la forme de concombre ou de vache en fonction de ce qu'on veut faire. Ça marche. Bref, après ces quelques données ethnographiques où on voit un peu mieux le rôle de la vache et le type de relation qu'il peut avoir avec les personnes, quand je lis des choses sur l'élevage, quand je lis y compris des choses qui se veulent compréhensives, avec une démarche compréhensive d'anthropologie, je vois des expressions comme un paquet protéinique inféodé à un biotope naturel, espèce à cycle court versus espèce à cycle long et stock protéinique en cas de disette. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est juste une formulation biologico-économico, ça, que je pourrais reformuler avec ce côté relationnel et intentionnel que j'ai essayé de détecter chez les Morsi? Non, ça ne marche pas très bien, ça ne marche même pas du tout. Et j'ai un petit problème de transition. Oui, non, voilà. Et tout simplement, on va revenir donc sur un petit point d'ethnographie des Morsi.
pour voir qu'effectivement, il n'y a pas ce côté... d'un côté, il y a des choses qui produisent, et de l'autre côté, il y a les personnes, qui est le petit... Si les vaches ne sont qu'une extension de soi, du coup, on n'est pas sur le régime... C'est pas que un stock protéinique, parce que c'est une extension de moi. Ça voudrait dire que je suis aussi un stock protéinique. Non. On voit aussi encore une notion qui s'appelle le ray, donc chez les Moursi, qui veut dire couleur. Quand on demande à une personne quel est ton ray, c'est quelle est ta couleur. Et le problème, c'est que ray, ça veut aussi dire corps. Du coup, quel est ton ray? Des fois, la réponse ne marche pas très bien. Du coup, les personnes répondent moins avec le substantif qu'avec la forme verbale. Et on dit quel est ton ray dans un contexte où je le questionne sur quelle est ta couleur. Il va me dire je keregay, je ray, donc une forme conjuguée du verbe ray, le taureau gris. Et quand on va leur poser des questions sur le corps, ça va toujours être le corps va en mieux ou va en moins bien. Donc c'est un intensif. C'est un intensif qui est utilisé à chaque fois dans des contextes pour dire je suis en train de faire le travail de production, de perception colorée, comme ça peut être dans le nom, et je kérégaye bien, ça veut dire mon corps se porte bien en fait. Le corps mort, le cadavre est donc appelé avec un terme tout à fait différent. Donc c'est un intensif que la mort vient complètement annuler. Donc on voit que d'une certaine façon, donc, la vache est corrélée aux personnes pour produire des personnes. L'existence sociale et l'existence relationnelle des personnes est complètement liée donc, à la vache. Et d'un point de vue économique, alimentaire, ce qui, pour le coup, obsède les Moursi, ce n'est pas tant la vache, c'est leur lait. Du coup, stock protéinique, déjà, on est plutôt en train de parler de production de protéines lactées que de production de protéines carnées. Donc là, quelques petites indications mises sous forme de phrases pêle-mêle, qui, je vais vous le dire ça assez vite, qui est, une fois de plus, en cas de disette, les vaches ne sont jamais tuées, mais littéralement jamais tuées. On va aller chasser. Les vaches sont toujours tuées en cas de sacrifice, et la consommation d'une vache se fait toujours sur le moment même du sacrifice, ce qui correspond plutôt à l'idée de, sur le moment même, de vouloir faire disparaître ce bovin comme extension de soi, qu'on a donné sous les yeux des autres, sous témoin, pour montrer qu'on renonce à. Donc le but, c'est de le faire disparaître, quitte à manger des fois une vache à 10. Je vous garantis que c'est très dur, même si ce ne sont pas des grosses vaches. Le but, c'est de le faire disparaître, et des gens qui vont ingérer des quantités de viande énormes. En cas de faim, y compris en cas réellement de famine où des enfants meurent, on ne va jamais tuer de vache. C'est toujours la chasse. Même dans la manière de cuisiner, la vache n'est mangée que sous forme de barbecue tout de suite après sa mise à mort, tandis que la viande de brousse, on va en faire des ragoûts, on va la fumer, on va la garder et là s'en servir comme une ressource de plus long terme. Par contre, les Moursi ne cessent de parler de lait, et surtout de parler de lait pour la production des enfants. Et même leurs commentaires sur la viande, c'est bon. Leur commentaire sur le lait, c'est tu vas être en forme, tu vas être gras, tu vas devenir grand, tu as besoin de ça pour te battre, tu as besoin de ça pour être un homme politique, tu as besoin de tout ça. Et ce que je propose en fait, c'est qu'en vertu du fait que les vaches soient dans ce rapport d'extension avec les personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas relire juste les vaches vont simplement cueillir l'herbe pour produire le lait. Vont cueillir l'herbe à la place des personnes en vertu du fait qu'ils sont quasiment les personnes. D'un côté, les femmes vont cueillir les feuilles pour accompagner donc, la production agricole du sorgho, et de l'autre côté, les hommes font cueillir aux vaches l'herbe pour produire du lait. Le lait et les feuilles bouillies étant donc les deux seuls aliments qui accompagnent le sorgho, la diète Moursi se résumant donc à ces trois aliments. Donc, pour le dire ça, j'ai essayé de montrer que, ontologiquement, disons les prémices, donc le bovin est une extension de soi, il n'y a pas de recouvrement ontologique comme le laissaient suggérer les ethnographies du milieu des années 50, et que pragmatiquement, la relation est une délégation en vertu du fait qu'on va déléguer aux enfants le soin de déléguer aux vaches le soin d'aller faire la cueillette en fait, d'herbes.
même la manière de parler du lait, la manière d'envisager le lait est très différente n'est pas du tout donc sur le. Ils n'en parlent pas en termes de croissance de viande. En fait, le lait a une capacité d'amélioration, de changement, de rareté ou d'abondance qui est liée avec les pluies. En gros, en quelques jours, on peut avoir un changement de qualité de lait. De même qu'en quelques jours, les femmes constatent des changements de qualité de feuilles et vont aller dans différents endroits pour cueillir différentes feuilles en fonction des pluies qu'il y a eu, au même titre que les hommes vont aller cueillir de l'herbe en fonction des pluies qu'il y a eu il y a peu et non pas du tout dans une logique en fait donc de production de viande, ils sont dans une logique de production de lait. Donc on pourrait faire une petite distinction entre la production pratique, qui est notre point de vue. Oui, les vaches finissent toujours par être de la viande, comme les vaches finissent toujours par être du lait. Et le point de vue intentionnel, qui est le point de vue des Mursi, qui est plus de l'ordre de la délégation. On délègue à ces extensions de soi le soin de cueillir, de même qu'on délègue aux femmes le soin de cueillir les feuilles. Ce qu'il y a d'assez pratique avec ce tour de passe-passe qui est une proposition, c'est que dans la délégation, on reste dans un type de relation de similitude entre les termes équivalents. Déléguer, ça veut tout simplement dire on laisse à l'autre le pouvoir, les capacités que l'on a eues nous. On les transfère. Donc on n'est pas du tout sur le modèle strict de la production, encore moins de la production. Donc l'exercice qu'il faudrait faire, l'exercice qui est à la fois théorique, intellectuel, sur papier, et l'exercice qu'il faudrait faire ensuite au niveau de la désinscription, c'est est-ce qu'on peut relire l'élevage des Mursi comme une forme de délégation ? Du coup, est-ce qu'on encore de l'élevage ? Et est-ce que ça ne peut pas être intéressant de relire les Mursi qui vraisemblablement sont des cueilleurs, sont des chasseurs, sont des plein de choses, et que le moyen de cueillir de l'herbe pour produire du lait soit de se servir de cette médiation bovine, et qu'en tout cas, dans les manières relationnelles de le faire, ce soit donc plus le propre d'une délégation. Évidemment, les travaux en archéologie, y compris chez les anthropologues intéressés à l'archéologie, par exemple de Testard et beaucoup d'archéologues, tentent à montrer la porosité entre chasseurs-cueilleurs et pasteurs, porosité d'abord empirique, où on voit que même les fameux bushmen d'Afrique australe qui seraient vus comme des résidus de chasseurs-cueilleurs préhistoriques, de manière très récente, beaucoup de ces populations avaient des vaches, étaient des populations de pasteurs, et qu'il y aurait même des possibles effets de la colonisation qui aient empêché que ces populations restent dans les biotopes qui correspondent à l'élevage et se soient reculées vers des pratiques type de chasseurs-cueilleurs. Et on le voit même avec les Maasai et d'autres groupes, ils n'arrêtent pas d'y avoir des populations qui passent de l'un à l'autre assez vite. S'il y avait des schèmes relationnels foncièrement différents, ça serait probablement beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd que s'il ne s'agit que de prendre une médiation pour une autre ou de déléguer à, et puis quand on ne peut plus le déléguer, on le fait soi-même, mais d'être dans ces logiques-là, ça tendrait à montrer que ça peut être, enfin, ça pourrait rendre compte de ce type de passage qui sinon semble aussi presque hermétique que le passage de pasteur à agriculteur. Petite citation dans L'Homme de François-Xavier Fauvel, François Bon et je ne me rappelle plus du prénom de Sadre, qui est une sorte de critique de la comparaison ethnologique aux moyens de l'archéologie. Et ce que j'aime bien donc, avec les productions archéologiques, c'est qu'elles sont obligées donc, de s'appuyer sur des choses qui ont pour prendre les termes de la tour, des gradients de résistance très forts. Or, archéologiquement, souvent, la différence entre chasseurs-cueilleurs et pasteurs, on ne la trouve pas. Et quand on trouve des différences réelles, c'est déjà des sociétés de pasteurs qui commencent à établir des chefferies hiérarchisées. Du coup, si le schème de la délégation est un peu plus juste et en correspondance avec les données empiriques pour justifier de la relation humain-non humain, du coup, pour préserver le modèle descognien, il faudrait que ça s'applique aussi pour les relations entre les personnes. Et ma proposition, c'est que moi, je me suis pour le coup beaucoup intéressé à la praxis politique. Et les Mursi, donc une société de classe d'âge sans chef,
dès qu'il y a des événements problématiques, se réunissent en assemblée. Là, ce sont tous les anciens qui vont faire des assemblées, donc pour le coup démocratiques, où chacun a un droit de parole. Donc il y a une assemblée donc, assise, 20 personnes, 150, et n'importe qui, pour peu qu'il soit un ancien, va se lever et va produire un discours, 15-20 minutes, pour donner son avis sur la situation, proposer des solutions et tout. Ce qui est très étrange, enfin c'est un cas très particulier, c'est qu'aucun de ces personnes-là n'est désigné comme chef, n'est désigné comme particulièrement influent. Ce ne sont pas les personnes riches au quotidien, influentes du quotidien, qui, dans le cadre du débat politique, sont forcément, eux, en position de force. On peut avoir au contraire le vieux célibataire qui a très peu de vaches, mais qui a des capacités oratoires extrêmement bonnes, il va être écouté, il va être suivi, et au contraire, la personne beaucoup plus dotée, qui a 5 épouses, qui a 150 vaches, qui est très bien, et au bout de 10 minutes, il y a plein de gens qui vont lui dire « Assis-toi, c'est nul », alors même que c'est le sorcier à qui on attribue au quotidien beaucoup de pouvoir, et dans le cadre de la pratique politique, très peu. Et là, c'est dans la forme de discours où, je n'ai pas le temps parce qu'il va falloir que je conclue, dans la forme de discours que l'on voit les impossibilités de discours et les possibilités de discours, qui fait qu'on s'aperçoit que les orateurs ne peuvent jamais parler au jeu. Ils sont toujours obligés de présenter avec des digressions des avis collectifs dont ils sont les porteurs. Ça peut être des avis collectifs de leur groupe territorial, un groupe de personnes qui lui ont délégué le droit et le devoir d'aller porter leurs paroles, leurs points de vue et leurs avantages dans la gestion de ce conflit. Mais même en creux, ça peut être le bon orateur, c'est la personne qui va, par la forme de son discours, arriver à montrer et à convaincre que vous m'avez délégué le pouvoir et c'est pour ça que je suis légitime pour vous parler, en contraste extrêmement fort avec une socialité du quotidien où n'importe quel jeune de 30 ans, de 20 ans même, peut aller rabrouer un ancien et partir à la guerre s'il en veut et lui voler même du bétail. Et la forme du discours montre à chaque fois qu'il faut arriver à prouver que c'est vous qui êtes en train de me permettre de parler. Dit autrement, que la forme du discours doit contenir en creux la légitimité que des gens qui ne m'ont pas élu comme représentant m'accordent. C'est pour ça qu'on a des discours assez complexes où le jeu est impossible et où régulièrement on demande à un orateur de s'asseoir, qu'il a assez parlé, justement parce que commencent à émerger ses enjeux personnels à lui de manière trop probante. Dit en des termes un peu compliqués, pas forcément nécessaires, on pourrait dire que ces extensions de soi, on délègue le bovin pour aller cueillir à sa place sous forme de autant de petites métonymies dans un mouvement expansif, on va faire paître sur un territoire, tandis qu'on va aller cueillir sur un territoire grâce à ces médiations qui sont des extensions de soi, tandis que dans la pratique politique, c'est au contraire, je suis censé être la métonymie d'un groupe que j'ai ramené à moi, et même s'il n'y a pas eu de concertation préalable pour m'instituer comme légitime pour parler de ce groupe, la forme même de mon discours doit contenir ça. Et dans un milieu où quand même on pourrait relire beaucoup des actions et des interactions et créer une sorte de composite propre au Mursi, où ce serait plutôt l'échange qui prévaut entre partenaires pastoraux, le don qui prévaut entre les anciens et les jeunes pour devenir des personnes, ou la prédation qui prévaut avec les ennemis, la délégation, moi je l'envisage non pas sur un côté fonctionnaliste, mais c'est justement dans les moments où ce principe d'égalité, de réversibilité, où dans le fond, on n'a pas une domination stable et fiable, dans les moments où on encourt le risque d'avoir ce type de domination, la création d'un chef ou la protection d'un bétail, c'est plutôt, ça va se vivre d'un point de vue intentionnel, même si pratique c'est plus flou, ça va te vivre sur une modalité comprise comme étant de la délégation A. Et du coup, ce qui permet de jamais tomber dans on a élu un représentant qui, on lui délègue, on accepte qu'il se vive comme le délégué pendant quelques instants. Et une fois de plus, l'archéologie tend à montre que c'est assez difficile même de trouver des traces archéologiques qui montrent le passage d'une
type de société qui serait fondée sur des relations type chasseur-cueilleur, une fois de plus, ce sont des catégories un peu grosses, un peu lourdes, à des sociétés plus pastorales, comme on les voit donc avec les Nilotes. Et du coup, cette difficulté de description sur des données archéologiques, j'ai l'impression qu'on l'a aussi un peu en anthropologie, non pas parce qu'on manque de données, mais parce qu'au contraire, on a trop de catégories et que des fois, on a des porosités impossibles, alors qu'empiriquement, elles ont lieu. Et que, voilà, c'était juste une proposition pour essayer de remettre un peu de porosité entre de l'élevage et de chasseurs-cueilleurs, qui me semble prendre une forme assez particulière en Afrique de l'Est. Merci. Merci Jean-Baptiste pour ce magnifique exposé qui m'a rendu très conscient d'un problème que je traverse en ce moment, qui est celui d'arriver à reformuler en termes de collectif ou de rapport entre collectifs des données ethnographiques que je tire de l'ethnographie classique, telle celle auquel tu as fait référence chez Linhart ou chez Evans Pritchard, formulée dans une terminologie selon des catégories très différentes. Alors quand on a une magnifique ethnographie comme celle que tu nous as présentée et qui s'efforce de sortir de ces catégories, pas par provocation ou esprit révolutionnaire systématique, mais tout simplement pour essayer de mieux rendre compte de ce que tu observes, à ce moment-là, ce genre de travail est possible. Et ça, c'est quelque chose d'absolument qui m'a plongé dans le ravissement, je dois dire. Alors, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup frappé en t'écoutant, c'est que au fond, quel que soit l'effort que je fais, je m'excuse de parler un peu de moi, mais parce que ça m'a beaucoup résonné dans ce que je suis en train de faire. Quel que soit l'effort que je peux faire pour échapper, non pas aux catégories de la classique des sciences sociales ou d'anthropologie, mais aux catégories que progressivement j'en suis venu à forger à partir de mon expérience ethnographique propre. Tu as fait référence à une remarque de Viveros de Castro sur les Nuer, où il est évident que ce que j'ai appelé l'animisme, c'est-à-dire au fond l'imputation d'une subjectivité, pour dire grosso modo, de type humanoïde à des non-humains, colore d'une certaine façon, même si je fais un grand effort sur moi-même pour ne pas le projeter sur d'autres données ethnographiques, colore la façon dont on peut appréhender les choses. Or, le modèle que tu as présenté correspond tout à fait à ce que j'ai appelé des systèmes analogistes, c'est-à-dire dans lequel, précisément, les non-humains ne sont pas investis d'une subjectivité particulière, ce ne sont pas des partenaires, ce ne sont pas des alter-ego. Ça c'est très net, tu l'as très très bien montré, ce sont des extensions de la personne, et en ce sens, comme ce sont des extensions de la personne, ce ne sont pas des sujets avec lesquels on peut rentrer dans une interaction. Et c'est ça la grande différence entre les systèmes analogistes et les systèmes animistes. Et dans l'analyse que tu as faite, tu as introduit une forme de relation nouvelle qui est très originale et intéressante, qui permet de moduler, je pense. Alors il faudra qu'on en parle beaucoup, parce que je pense que ce que tu as dit me permet de lever certains des problèmes que j'ai pu rencontrer précisément dans une adéquation trop étroite entre les modes de relation et les schèmes ontologiques. Permet d'introduire beaucoup plus de complexité, puisque au fond, la délégation, c'est un mouvement, c'est une tendance qui a pour effet de subsumer d'autres formes de relations à l'intérieur d'un schème plus général. Et en ce sens, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme dispositif, parce que ça permet de jouer à la fois sur des relations entre des éléments qui ne sont pas
équivalent sur le plan statutaire, puisqu'au fond, l'extension de la personne, c'est pas la personne, donc on la contrôle, on la sacrifie, etc. On s'en sert comme d'un instrument de cueillette, ça c'est très beau aussi comme idée. Mais en même temps, elle est utilisée comme ce que tu as appelé une métrique des relations dans l'ontogénèse, c'est-à-dire qu'elle est employée comme un mécanisme pour comprendre comment les gens entretiennent entre eux des relations égalitaires. Donc ça introduit une beaucoup plus grande complexité dans le modèle beaucoup plus pauvre que j'avais proposé des rapports entre certains types de schèmes ontologiques et certains types de schèmes de relations. Donc, encore une fois, vraiment un grand merci, parce que c'est d'une très grande finesse, d'une très grande subtilité, et ça permet de voir les choses d'une façon assez différente. Alors, j'ai des questions qui reviennent à la question du collectif. Tu as très bien montré qu'au fond, ce qui compte, c'est l'inclusion des bovins dans le collectif par tous ces mécanismes que tu as fort bien décrits, notamment des mécanismes onomastiques du jeu sur les couleurs, etc. Et je pensais à cette formule classique des sociétés segmentaires que tu as évoquée, c'est-à-dire mon groupe contre le groupe, l'autre groupe, puis mon groupe et l'autre groupe contre un troisième, etc. Comment est-ce que les bovins interviennent là-dedans, dans le système segmentaire? Parce qu'au fond, quand on lit la littérature sur les pasteurs nomades, sur le cattle complexe, mais je suis en train de dire en ce moment des choses sur des pasteurs nomades d'Afrique occidentale, et donc on voit, même s'il n'y a pas complètement le même cattle complexe, on voit par exemple chez les Peulh-Bororo, des choses comme ça, le même genre de cattle complexe qu'on trouve en Afrique de l'Est. Et le système segmentaire est toujours présenté comme un système social indépendant, au fond, du rapport au bétail. Et je me demandais si, dans le système segmentaire, on pourrait dire, par exemple, que dans le regroupement de ces segments, le bétail joue un rôle aussi, pas simplement un rôle en termes de métrique des relations, mais un rôle aussi, par exemple, d'antagonisme. Est-ce que mon bétail, dans certains cas, est avec ton bétail dans un rapport du même ordre que dans un rapport segmentaire entre humains, et peut être aussi, c'est-à-dire soit unis, soit au contraire en opposition? Oui, je pense que c'est tout à fait le cas, et qu'il y a même une socialité parallèle entre humains qui existe en vertu des échanges, des prêts, des mises en pension, des dons de bétail qui existent. Qui fait, d'abord d'un point de vue tout à fait pratique, qu'il y a des gens qui ont 5 épouses, qui de fait ont eu beaucoup de bétail, et d'autres qui n'en ont qu'une, voire qui n'en ont pas. Donc il y a des différences pratiques très grandes, bien que sur le moment quand on y est, tous les foyers ont 15 vaches en fait, tous. Et le gros des troupeaux est relégué dans la périphérie du territoire, dans des grands ensembles, tenus évidemment par des guerriers qui restent seuls. Et là, c'est souvent ces zones-là où il y a plus d'herbes, et c'est souvent là où il y a aussi plus de conflits et plus de vols. Et dans ces grands ensembles, des grands troupeaux sont mélangés plusieurs gros troupeaux de propriétaires. Mais là, on est, pour pouvoir répondre à cette question qui certainement, posée en ces termes, produirait permettrait d'aller un petit peu plus loin. Il y a juste un problème empirique d'ethnographe qui est que savoir qui sont les vaches de qui, c'est les comptes en banque, quoi. Ça, vraiment, c'est le truc impossible à savoir. Au début, je me disais, c'est quoi cette espèce de mensonge par défaut où tout le monde est pauvre? Du coup, bon, c'est aussi parce que moi, j'étais, à mon échelle, pourvoyeur de choses, et éventuellement, on voulait que j'achète une vache ou un truc et tout. J'ai compris après coup que c'est des systèmes de demande et d'insistance qui se font entre eux beaucoup. Du coup, ça m'a soulagé un peu de ma parano. Mais le problème, c'est même avec mes amis les plus proches, dès que j'essayais de savoir un peu, ils me disaient, ben oui, là, dans mon enclos, mes 12 vaches, elles sont à moi.
Et j'en ai un petit peu plus loin. Et là, on arrive dans le grand enclos de 200 personnes, de 200 vaches, et 5, ouais, moi à la fin, je ne sais plus qui est qui, de 200 extensions de personnes. Et on demande, je me demande donc aux quelques jeunes qui est qui, c'est oh oui, ça c'est Aolekiwo, ça c'est un tel et tout. Mais à qui est elle, dès que je commençais à compter, ça gênait beaucoup en fait. Et inversement avec le propriétaire, des fois il y en a 2 ou 3 avec lesquels je me suis promené un peu dans le pays, ils me montraient des vaches à eux. Ça c'est à moi. Et du coup, c'était à chaque fois, par la désignation, on accepte de le montrer, mais jamais on va faire une liste en fait. Et ça rejoint un peu le système des noms, où donc il y a potentiellement une infinité de noms qui correspond à une potentialité de nombre de relations donc sans fin. Quand j'ai demandé, la question se pose au pluriel, quels sont tes noms? On répond toujours avec un seul nom. Non, mais je dis, quels sont tes noms? J'ai commencé à comprendre, tu as plusieurs noms. On m'en donne 2 ou 3 en fait. Et en fait, parce que moi je commençais ce genre de questionnaire en pensant qu'ils aient la liste complète, qu'ils aient l'initiative de la production de leur liste d'anthroponymes. Après, quand moi j'ai commencé à en avoir, je me suis dit déjà, mémorialement, c'est complexe en fait. Je vais finir par me rappeler que c'est comme ça que tu m'appelles, mais je ne suis pas sûr de pouvoir retracer la liste. J'ai une quinzaine de noms, ça me semble déjà fou. Eux qui en ont 70, 120 et tout, c'est dingue. Et donc j'ai dû demander à chaque fois, faire une liste, un tableau à double entrée, après avoir sélectionné 2 échantillons de 20, comment lui t'appelle. Et là, j'ai pu avoir des noms. Mais spontanément, les gens ne me disaient pas ça. Et je l'ai compris à la fois comme une difficulté mémorielle, certes, mais en même temps, là, c'était dans des individus en coprésence. Il y avait aussi une sorte de pudeur sur le réseau que j'ai, parce que dire une liste de noms, c'est aussi énoncer un ensemble d'appréciations sous forme d'anthroponyme d'un réseau que j'ai plus ou moins bien fait, plus ou moins grand et tout. Et en fait, donc cette pudeur anthroponymique, on la retrouve avec les vaches, parce que non seulement il y a évidemment pas forcément trop avoué qu'on est très riche, parce qu'on va être soumis à une pression de dons, de prêts et tout, mais il y a aussi dire le nom qu'on a de vache et où, c'est dire exactement où on en est de nos dettes, de nos contre-dettes, de nos choses. Et ça, les Morsi ont une pudeur avec ça qui est très grande, une pudeur aussi qui est cachée parce que, enfin voilà, il y a une sorte de... C'est extrêmement dur de savoir avec quelqu'un la relation qu'il entretient. Et qu'est-ce que tu penses d'eux? Non, c'est on parle en fait. Et donc c'est juste empiriquement, je pense que ça nous apprendrait certainement beaucoup de choses, au moins sur une socialité parallèle, invisible, qui passe avec le bétail. Je ne sais pas si ça créerait beaucoup plus que ça, mais là on est confronté juste au truc empirique que c'est vous me demandez votre relevé bancaire et les comptes en Suisse et tout, et voilà, et c'est juste très délicat. Le choral en Suisse. Voilà, c'est ça. Il y a une chose que j'ai trouvée très éclairante aussi, parce que ça fait des années que j'essaye de comprendre ce que c'est que le totémisme au sens de Lévi-Strauss, classificatoire en Afrique de l'Est, et ça m'a toujours paru quelque chose de très mystérieux, et en tout cas, même dans les termes de Lévi-Strauss, c'est-à-dire d'un système classificatoire utilisant soit des espèces naturelles, soit des objets pour catégoriser des rapports entre des groupes humains, même comme ça me paraissait bizarre. Et ce que tu as dit sur les couleurs a tout d'un coup, évidemment, éclairci complètement la chose. C'est un système de classification des couleurs qui permet de classifier des humains, et donc les objets sont au fond des hypostases de couleurs et pas du tout des objets qui ont en quoi que ce soit des propriétés ontologiques dont participeraient les personnes. Et ça explique cette fameuse affaire du concombre qui reste aussi tellement mystérieuse pour tous les étudiants en ethnologie qui ont beaucoup de mal à comprendre comment on peut passer du bœuf au concombre et vice-versa. Ça aussi, on le voit même dans l'usage en poésie des noms, c'est que chaque élément n'est pas substantiellement d'une couleur, mais toujours les noms créent des scènes, des micro-contextes qui vont orienter. L'obsidienne va être noire, mais si je dis obsidienne et soleil, on focalise sur les reflets de l'obsidienne, donc c'est blanc. Donc les éléments en tant que tels n'ont pas de substance d'une couleur, d'où le déficit de relation avec un élément noir
si je suis de couleur noire, parce que peut-être qu'il sera blanc en fait. Selon le jeu, ouais. C'est intéressant d'ailleurs parce que on voit à quel point une enquête sur les couleurs comme celle que tu as menée, qui n'est pas vraiment une enquête sur les couleurs, qui est une enquête sur la façon dont les couleurs constituent une métrique, un peu comme la couleur des bovins constitue une métrique des relations aussi. Ouais, Donc c'est les couleurs attachées à des robes, à quel point une analyse de ce type-là, en situation naturelle, donne des résultats très très différents des enquêtes sur les ethnoclassifications des couleurs du type de celle de Brent Berlin. Et en même temps, on voit qu'il y a quelques éléments qui peuvent coïncider, puisque tu disais tout à l'heure que le bleu et le vert constituent une seule catégorie grise. Or, dans la classification de Brent Berlin, c'est précisément le bleu et le vert fait un ensemble constitutif. Et en même temps, ce que tu disais des robes qui sont non pas des couleurs, mais des foyers de saturation et de tonalité qui permettent de fixer, en somme, un nom autour de ce foyer, ressemble beaucoup aussi à la façon dont Berlin définit, au fond, les couleurs types qu'il utilise dans ses classifications. Donc il y a à la fois des zones de recouvrement et des zones de dissociation. Je ne vais pas mobiliser la parole. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions sur très bel exposé.